Bonjour, on se trouve à l'atelier de numérisation de la ville de Lausanne. Je vais vous parler de quelques anecdotes et quelques éléments un peu constitutifs de mon parcours professionnel, sachant que j'ai grandi à une époque où il y avait moins de formation dans le domaine de l'organisation culturelle, donc je pense que c'était une période où on était beaucoup plus proche de la passion et de ce qu'on voulait réellement acquérir pour construire un parcours aujourd'hui qui m'a fait travailler pendant plus de 20 ans dans ce domaine-là. Donc je vais partir dès l'enfance par rapport à cette vie culturelle qui a été marquée par mes parents qui m'ont emmené au spectacle très souvent. Alors c'est vrai qu'on connaît beaucoup les représentations scolaires et le cadre scolaire qui nous amène à aller voir des choses, pas toujours de son plein gré. C'était sans doute aussi le cas avec mes parents, qui m'ont emmené voir, alors j'ai des souvenirs comme ça très forts de films de Jacques Tati, dans une quand même abstraction assez forte qui m'est aussi restée dans le plaisir de mes loisirs. Et, à l'opéra aussi beaucoup, comédie musicale, mais aussi opéra, jusqu'aux arènes de Vérone, où peut-être le cadre m'a beaucoup plus frappé que l'opéra de Verdi, Aïda à l'époque, sachant que j'étais quand même jeune. Les mauvais esprits diraient certainement que je me suis endormi quelquefois lors de ces différents spectacles. Je pense que les gens bien informés le confirmeraient aussi avec plaisir. Mais je pense que ça fait partie un peu d'un apprentissage, simplement d'une sensibilisation à la culture que j'ai eu la chance d'avoir et qui m'a sans doute amené à vouloir approfondir cette partie-là. J'ai grandi ensuite, évidemment, en tant qu'adolescent, avec, je dirais, un amour pour la musique qui m'est venu assez rapidement. Plutôt en tant qu'écouteur, si on veut, que joueur, plutôt que comme musicien. Même si j'ai piètrement joué au piano pendant quelques années, au désespoir de mon professeur polonais qui, paix à son âme, et heureusement pour lui, avait un certain âge quand il m'enseignait le piano. On changeait de programme toutes les 2 semaines et grâce à son âge, je pouvais jouer chaque semaine le même programme sans répéter pendant toute la semaine, ce qui m'a permis de ne pas apprendre grand-chose, mais de faire plaisir au professeur. Une première expérience aussi sur scène que j'ai eue avec mon frère, où lors d'un concert du collège, donc du gymnase, non, même avant le gymnase, au collège, où mon frère, surtout mon frère, qui était le chanteur et le personnage principal de ces concerts-là, avait monté un programme où j'avais le droit de participer à un morceau au clavier, au synthétiseur, qui m'intéressait beaucoup plus que le piano, de par toutes les fonctionnalités qu'il peut avoir. J'ai vécu le début du concert dans les coulisses, en voyant le public un peu éberlué, parce qu'il attendait peut-être quelque chose de moins complexe, sachant qu'il y avait du Renaud, il y avait du Genesis, enfin des choses qui faisaient partie d'un aspect musical assez profond par moment, alors que les autres collégiens voulaient certainement davantage faire la fête. Donc au moment où je suis monté sur scène, j'ai quand même compris qu'on n'était pas en terrain conquis, surtout après que mon frère avait fait une intro pendant 3-4 minutes, très théâtrale, avec un costume, et qu'au moment où il devait commencer à chanter, le micro ne marchait pas. Donc voilà, ça a en plus suscité plutôt un certain amusement de la part du public. Et au moment où je suis monté sur scène, j'avais bien sûr préparé ma chemise bien dans l'esprit des années 80, qui me tenait très à cœur. Au moment de monter sur scène, j'ai oublié d'enlever le pull bien moche qui était dessus. Mais voilà, ça fait partie des choses. J'ai joué dûment les quelques notes de synthétiseur que je devais jouer. Et c'était la première et dernière fois où je suis vraiment monté sur scène en tant que musicien. Mais peut-être que ça m'a justement donné cette envie d'organiser plutôt que de jouer. Et du coup, de construire un bagage musical qui est évidemment passé par Top 50 à l'époque, qui était quand même la référence, sachant que les écrans n'étaient pas si nombreux qu'aujourd'hui, les possibilités d'accéder à la musique n'étaient pas aussi nombreuses qu'aujourd'hui, et Top 50 était une sorte de référence de ce qui se passait dans le monde. Et mes premiers intérêts aussi pour cette musique live qui sont traduits
par la radio ou la télévision qui retransmettait un certain nombre de concerts avec des choses peut-être moins avouables parmi mes amours de jeunesse, par exemple Michel Sardou, dont la voix m'impressionnait beaucoup, ou des choses peut-être plus avouables aujourd'hui, un peu plus rock, comme Motorhead, qui était passé au festival Hot Point au Chalet d'Agobert, et qui passait à la radio, à la télévision, et pour pouvoir pérenniser ces enregistrements, sachant que tout était aussi un peu plus compliqué, je capitonnais une chambre de notre maison, je mettais un enregistreur pendant le concert, je pressais sur record, je sortais très discrètement de la pièce pendant tout le concert, et évidemment au bout de plus ou moins 45 minutes, le temps que la cassette arrive à son terme, je revenais très discrètement dans la pièce pour tourner la cassette le plus rapidement possible pour avoir une phase B et l'entier de ces concerts-là. Et c'est comme ça que j'ai collectionné aussi un certain nombre de cassettes pirates ou de cassettes de concerts live. À partir de là, il y a eu toute une implication dans le monde de l'organisation qui est passée par le Paléo Festival, comme beaucoup de jeunes de l'époque, mais aussi d'aujourd'hui, en tant que bénévole, évidemment. J'avais 14 ans, hormis le plaisir évidemment d'aller au concert, c'était aussi cher, donc il fallait pouvoir se payer ce billet, d'où la raison aussi de cette fonction de bénévole, mais pas au bar ou dans des choses qui peuvent être encore relativement sympas, mais je balayais la nuit, donc ça permettait en fait de voir tous les concerts jusqu'à 2h du matin. Je sais toujours pas comment mes parents me laissaient faire ça, parce que je pense qu'aujourd'hui on contrôle un petit peu plus ce genre de choses, même si peut-être qu'il y avait la confiance qu'ils pouvaient m'accorder. Du moins je l'espère, mais donc on commençait à travailler en fait à 2h du matin, à balayer, on était une dizaine, c'était encore l'ancien terrain du Paléo Festival, et on balayait jusqu'à 10h du matin, jusqu'à midi, qui permettait après de dormir un petit moment pendant la journée et revenir à l'ouverture pour profiter de tous les concerts, qui était ma première expérience après concrètement dans l'organisation d'un événement. Et du coup, tout s'est enchaîné assez vite avec cette passion-là, avec des premiers concerts dans les clubs aussi, qui était évidemment un tout autre cadre pour voir des concerts beaucoup plus petits, beaucoup plus intenses, beaucoup plus alternatifs aussi, à l'usine à Genève, tout d'abord, que j'habite pas très loin du bout du lac, avec des souvenirs de concerts comme les Needles, qui était un groupe dont sans doute que plus personne les connaît aujourd'hui, mais à l'époque, alors qu'il y avait beaucoup moins de groupes, beaucoup moins d'effervescence autour de la musique live, était vraiment un groupe de référence avec des musiciens après, dont certains sont allés jouer avec Jean-Louis Murat, avec d'autres têtes de pont de la musique ou de la chanson française, de l'époque française. Petits concerts et gros concerts après, avec nombre de grands souvenirs que j'ai par rapport à toute cette époque-là, avec les concerts de Pink Floyd, qui était un grand amour de jeunesse aussi, qui devait être sans doute un des tout premiers 33 tours que j'ai acheté avec mes propres sous à l'époque. Genesis aussi, vu qu'il y avait évidemment le lien avec le concert que j'ai évoqué auparavant, mais qui faisait partie aussi de mes grands intérêts. U2, qui était sans doute le groupe qui m'a le plus marqué durant ma jeunesse. Un souvenir aussi du concert de Prince, dont j'apprécie énormément, est l'exubérance, le côté plus funk, le mélange de genres, qui avait donné un concert à Zurich. J'avais 16 ans et mes parents n'étaient pas très chauds de me laisser aller voir ce concert-là seul. Du coup, mon père s'était engagé à venir avec moi. Je ne suis pas certain que c'était de son plein gré non plus, surtout que sur le billet, c'était écrit qu'il fallait porter soit du noir, soit des habits de couleur pêche. Ce qui était quand même une grosse contrainte, alors évidemment que la grande partie du public ne suivait pas, mais ça faisait partie de l'esprit de la tournée. Je me souviens que ça l'avait beaucoup marqué et beaucoup travaillé en amont. Je ne sais même plus comment on était habillés finalement, mais voilà, quand on est jeune, avec tout le plaisir que j'avais à côtoyer mes parents, pendant le concert, je regardais plutôt le concert que mon père était un peu derrière.
tout le plaisir de l'émancipation adolescente. Découverte de Lausanne aussi à cette époque-là avec la Dolce Vita qui m'a beaucoup marqué aussi, qui était la salle après où j'ai le plus été durant cette période adolescente, avec de nombreux concerts et un esprit comme ça, vraiment aussi comme très alternatif qui était de mise dans ces clubs. Aujourd'hui, on a des lieux comme les Docks et d'autres à Lausanne, Romandie bien sûr, qui sont issus finalement de cette mouvance-là. On est aujourd'hui évidemment dans un autre esprit, la musique a changé, le professionnalisme dans la musique a changé, et on ne pourrait plus complètement travailler dans ces conditions-là, si ce n'est qu'on retrouve ce même esprit aujourd'hui encore, typiquement dans les mêmes lieux. Par exemple, à l'espace autogéré qui a repris les locaux de la Dolce Vita, et c'est vrai quand on y retourne aujourd'hui, j'y retrouve vraiment cet esprit de l'époque. Et je trouve ça assez fantastique de ressentir cette même effervescence, cette même liberté de plaisir, de vivre la musique, pas forcément des groupes connus, même plutôt complètement inconnus, mais l'important n'est pas là. Sachant qu'à la fin des années 80, aller à un concert était plus un acte d'urgence. À un moment, il fallait... on faisait partie d'une scène, on faisait partie d'un certain groupe de gens qui aimaient ça. Aujourd'hui, évidemment, beaucoup de gens aiment ça, mais il y a peut-être un peu moins cette urgence, plutôt la compréhension que c'est un pan important de la culture. Ça, c'était plus ou moins jusqu'à mes 16 ans, à ces alentours-là. Je suis parti après en Grande-Bretagne, dans un collège international, qui m'a évidemment beaucoup marqué humainement. Le souvenir musical que j'en ai aussi à l'époque, qui m'étonne encore de par cette abnégation de l'intérêt pour la musique. J'avais pas plus de sous évidemment là-bas qu'en Suisse, et il y avait un concert qui était proposé dans une grange, sachant que c'était un internat dans une grange, mais qui était prévu pour toute la contrée alentour. Et je me souviens avoir vécu tout le concert assis contre la porte de grange de l'extérieur, d'un artiste qui s'appelait Roy Harper, que je connaissais pas à l'époque, que j'ai plus beaucoup écouté après non plus, mais le concert m'avait quand même beaucoup marqué. Mais j'étais tout seul, à moitié sous la pluie, assis contre la grange, parce qu'évidemment le bois ne retenait pas beaucoup au niveau du son. Et j'avais ce plaisir en fait d'écouter la musique live comme ça. Puis retour en Suisse, à l'université, qui a dans le parcours un peu souffert par cette passion pour la musique, et un virage culturel qui s'est très fortement amorcé dès ces années-là. Pas forcément pour le grand plaisir de mes parents évidemment, mais je crois que c'était aussi un de mes plus grands plaisirs, au bout d'un certain nombre d'années, de pouvoir les convaincre que c'était une voix qui venait du cœur, qui venait des tripes, et que j'étais prêt à me battre pour faire mon chemin dans ce domaine-là. Donc quelque chose d'assez fort, avec des premiers souvenirs aussi, où je ne savais pas encore exactement dans quel domaine travailler, mais je me suis dit je pourrais manager un groupe sans vraiment savoir ce que ça voulait dire. Donc j'avais rencontré quelqu'un, alors que j'étais serveur dans un bar pour gagner un peu des sous, rencontré quelqu'un qui jouait dans un groupe qui s'appelait Excès. Alors peut-être que le nom laisse présager un petit peu de la fin de l'histoire, mais voilà, en tout cas il avait un certain pouvoir de conviction sur la qualité de sa musique, sur le fait qu'il avait un avenir énorme dans le monde de la musique, et du coup, je ne sais pas par quel hasard, il a dit ok, alors je veux bien que tu t'occupes de notre groupe. Donc j'ai été à un premier concert qu'ils ont donné à Lutry, dans un tout petit caveau, alors je me souviens plus duquel évidemment, ça fait bien longtemps. Tout ce que je me souviens, c'est qu'on était 3 dans la salle, donc 2 spectateurs et moi, un intérêt très modéré pour la musique qui était franchement pas terrible, il faut aussi le dire, et à la fin du concert, le guitariste et le bassiste se sont tapés dessus. Et c'était la fin du groupe. Donc voilà, ma carrière de manager s'est arrêtée relativement rapidement. Et accessoirement, c'est quand même aujourd'hui un métier qui est particulièrement complexe et qui, voilà, peut-être, si ça se trouve, c'était un signe du destin et c'était pas plus fait pour moi que ça. Je me suis ensuite engagé à Frisson, dans la salle de concert à Fribourg, qui était un tournant qui était un peu à la fin de sa période très alternative, avec un constat de l'équipe en place qui avait changé dans ces années-là. On est en 96,
pour dire qu'il faut monter un module de formation interne pour gérer et programmer la salle de concert. Et par ce biais-là, de faire en sorte que la salle soit gérée par les gens à qui elle s'adresse. Donc d'éviter qu'à un moment ce soit un peu des fondateurs ou des gens qui à un moment prennent l'âge et qui est mon âge aujourd'hui pour gérer une salle qui s'adresse à des jeunes de 18-25 ans. Donc ils ont monté un module de formation qui permettait régulièrement de former des jeunes et de leur permettre de prendre en main, d'avoir une expérience professionnelle. J'avais une grande salle importante dans le paysage suisse romand, d'être en phase finalement avec le public. Et j'étais le premier à bénéficier de cette formation, alors je dois le dire aussi un peu par hasard, parce qu'il y avait une fois un petit mot qui était mis contre un mur lors d'un concert que j'ai visité là-bas, le premier concert que j'ai visité là-bas, que je venais d'arriver à Fribourg, il n'y a pas longtemps, et qui disait si vous voulez travailler au bar, à la sécurité ou à la programmation, comme ça. Donc moi je me suis dit super, j'ai bossé une fois au bar, j'ai entendu qu'ils cherchaient aussi la programmation, je me suis dit fantastique, j'y vais. Et c'était très simple, en fait il n'y avait pas de contexte particulier par rapport à tout ça, mais ça m'a permis, de par une disponibilité aussi que j'avais pour ce genre de choses, à pouvoir suivre cette formation et à m'ouvrir en fait, c'est une formation plus sur le terrain, qui n'est évidemment pas reconnue académiquement, une formation sur le terrain qui m'a permis de comprendre ce que voulait dire organiser des événements et gérer une salle. Donc j'ai travaillé à la sécurité, au bar, à la technique, dans tous ces domaines, évidemment pas professionnellement, mais simplement pour comprendre comment ça fonctionnait, quels étaient les problèmes, les difficultés, les intérêts de toutes les personnes qui s'engageaient dans ces aventures-là. Et je pense que c'était aussi très formateur pour moi, simplement, de m'intéresser toujours le plus largement possible à ce qui se passait autour des fonctions que j'ai le plaisir d'occuper. Et du coup, cette formation a été vraiment pour moi un point de départ assez fort par rapport à ça. Évidemment au niveau de l'apprentissage professionnel, mais aussi des concerts que j'ai pu organiser. Je pense 300-400 concerts durant cette période-là, avec des groupes qui sont entre-temps devenus très connus, comme Massive Attack, comme Suzanne Vega. Évidemment, plus à l'époque, certains le sont encore actifs aujourd'hui, mais des artistes qui étaient déjà très gros à l'époque, avec des défis logistiques plutôt imposants. C'est vrai que Massive Attack, quand ils sont venus et qu'ils ont vu la salle de 1300 personnes, je les ai, même s'ils ne s'adressaient pas à moi directement, entendu dire mais qu'est-ce qu'on va faire dans ce petit trou, mais qu'ils avaient l'habitude de jouer dans les salles de 10 000 personnes. Et que c'était un hasard du calendrier et qu'on était la seule salle en Suisse romande qui était disponible pour cette première partie de l'un de leurs albums phares qu'ils avaient proposé à l'époque, qui s'appelait Mezzanine. Et c'était au-delà de cet apprentissage professionnel aussi un apprentissage musical. Évidemment, je venais davantage du rock, mais ça m'a permis de m'ouvrir et d'approfondir mes connaissances dans la musique électronique, dans le hip-hop, notamment. Et typiquement, ça m'a permis aussi d'être toujours à l'affût en fait, de la nouveauté et des nouveaux courants. On dit qu'on change plus tellement d'intérêt musical à partir de l'âge de 30 ans. Je pense que je vais garder des choses, et je le remarque aussi, des amours de jeunesse que je ne vais jamais abandonner, mais cet intérêt toujours à découvrir de nouvelles choses. Et typiquement aujourd'hui, à l'époque le hip-hop était relativement nouveau, il a émergé à la fin des années 70, il s'est imposé dans les cercles plus alternatifs durant les années 80 et 90, et dès les années 90, c'est devenu quelque chose qui était très mainstream, très, très largement répandu. Aujourd'hui, je pense que les jeunes écoutent 80-90% d'hip-hop ou de musique qui sont dérivées du hip-hop. Mais on retrouve aujourd'hui dans le hip-hop la même effervescence, et c'est ça que je trouve extraordinaire dans cette musique-là. On trouve la même effervescence dans les concerts qu'à l'époque dans les concerts de rock. Alors que les concerts de rock, il y a évidemment des fans, mais le public est peut-être un peu plus âgé parfois. Il y a aussi un intérêt évidemment des gens qui ont grandi dans les années 80 et 90
d'aller chercher de nouvelles choses dans le rock, mais lorsqu'on va à un concert de hip-hop, on a les jeunes de 16 ans, 18 ans, 20 ans qui font la fête, qui sont dans cet état d'urgence et de partage, peut-être davantage aussi avec un smartphone à la main qu'à l'époque, qui remplace peut-être le briquet ou qui remplace d'autres choses, mais des comportements qui sont très forts, même avec des rituels. Comme le Wall of Death, qui est cette habitude pas particulièrement rassurante quand on les regarde de l'extérieur, mais évidemment fantastique quand on a 16 ans ou 20 ans, de s'écarter devant la scène, de faire 2 rangées, de se préparer un moment, et quand quelqu'un donne le go, on se lance, les 2 barrières se lancent l'une contre l'autre, le plus fort possible, ou de tourner en rond le plus rapidement possible, enfin tout ce genre de choses. Ça, ce sont des rituels, mais au-delà de ça, on sent vraiment dans les concerts de hip-hop quelque chose d'assez fort. Et le premier souvenir, ou un des premiers souvenirs que j'ai de l'apprentissage du hip-hop était ma rencontre avec un rappeur qui s'appelait Old Dirty Bastard. Je ne traduirai pas, mais en tout cas c'est plutôt une insulte qu'autre chose, mais qui s'est donné lui-même, qui faisait partie du Wu-Tang Clan, qui était le collectif le plus célèbre du hip-hop à l'époque, qui a révolutionné aussi le hip-hop dans une certaine intelligence, c'est-à-dire d'intégrer des musiques de courants très différents, avec du lyricisme, une recherche de paroles aussi dans le cadre de ce mouvement-là. Et il y avait quand même une certaine tradition de non-fiabilité aussi des hip-hoppers à l'époque, qui venaient pas toujours au concert qu'ils devaient donner, enfin c'était pas toujours simple. Ils demandaient beaucoup d'argent au niveau des cachets, ce qui était le cas pour ce concert-là. Donc il n'est pas venu à Fribourg, j'étais même pas encore programmateur, j'étais en formation à l'époque, et du coup quand on est un peu en formation stagiaire, on a aussi certaines besognes pour lesquelles il faut du temps. Donc en fait il avait raté l'avion, je ne sais pas ce qu'il a prétexté, mais il est arrivé 2 jours plus tard à Genève pour aller à Vienne, pour donner le concert à Vienne, et ensuite revenir à Zurich pour donner le concert à Zurich. Et du coup, ma mission était d'aller à l'aéroport de Genève, aller l'accueillir, demander la moitié du cachet, qui était la partie du cachet qu'on avait versé en avance, et m'assurer qu'ils prennent l'avion pour Vienne, parce que voilà, ces gens voyageaient seuls. Bref, je suis arrivé pleinement confiant de ma mission, assez jeune là-bas. Il avait à peu près 1 heure pour changer d'avion entre son arrivée à Genève et partir à Vienne. Donc il est sorti après 40 minutes, il n'avait pas de bagages, il s'amusait beaucoup à discuter avec quelqu'un. Il n'était pas vraiment conscient que quelqu'un devait le chercher, mais quand même, quand je lui ai expliqué la situation, enfin, il n'était évidemment pas très difficile à reconnaître, hein, avec ses dents en or, tout ça. Et je lui ai rappelé qu'il devait prendre un avion pour Vienne. Du coup, je l'ai fait sortir de la zone de bagages, tout ça. Je lui ai dit, voilà, il faut prendre l'avion. Donc, des premières choses, évidemment, c'était la question de l'argent. Il m'a quand même très rapidement répondu I rap, they do the business. Donc, j'ai bien compris que je n'allais pas insister pour récupérer les nombreux milliers de dollars qu'il était censé me remettre. On arrive à la douane pour qu'il aille en direction de l'avion. Il me dit mais j'ai pas de billet pour aller à Vienne. Je me suis dit bon on va essayer d'en acheter un. Heureusement on va au guichet. Heureusement l'avion n'était pas complet. On a pu acheter un billet très rapidement, comme un guichet de train aujourd'hui. Il a payé avec une liasse de billets de $100. Je doute pas d'où venait cette liasse et à qui elle était destinée. Donc il a lancé quelques billets de $100 au guichet pour récupérer son billet. Et on est retourné à la douane avec un chemin rapide parce qu'on était évidemment forcément déjà très en retard par rapport à ça. J'ai remarqué que c'était vraiment urgent. Et finalement, en passant dans les couloirs, je pense que la seule chose plus ou moins humaine qu'il a dit, c'était un commentaire malheureusement sexiste en l'occurrence, mais au moins il y avait quelque chose, j'ai l'impression qu'il était humain et qu'il n'était pas complètement dans une autre phase. Voilà. C'était la fin de ma rencontre
avec Old Dirty Bastard. Il a donné son concert à Vienne et à Zurich, donc au moins eux, en tant qu'organisateurs, étaient contents. On a longtemps essayé de le récupérer, de refaire un concert avec lui, mais voilà, ça n'a jamais joué. Et pour l'anecdote, c'est vrai qu'il a été recherché par la police pendant longtemps après, sachant voilà, il y avait forcément des histoires de drogue, d'autres exubérances criminelles, donc recherché par toutes les polices des États-Unis. Et lors d'un concert de tout le Wu-Tang Clan au Madison Square Garden, qui est une des plus grandes salles aux États-Unis, à New York, il a quand même réussi à monter sur scène, chanter quelques morceaux et ressortir alors qu'il était recherché par tous les États-Unis, et il l'a fait sans avoir été pris. Voilà. Entre-temps, malheureusement, il a quitté cette terre. Voilà, il avait d'autres difficultés par rapport à ça. Voilà quelques. On est peut-être un peu plus tard par rapport à cette passion-là, avec des intérêts qui m'ont fait voyager beaucoup au Danemark dans un festival qui s'appelait Roskilde, qui était un des 2-3 plus grands festivals de musique actuelle en Europe, qui a contribué à mon intérêt pour ces grands événements. Et en même temps, j'avais ce plaisir d'aller dans ces festivals-là et de me retrouver dans des endroits très alternatifs, très sombres, très particuliers, avec des souvenirs de contre-culture aussi, des choses qui se passaient dans les forêts, dans les sous-bassements des parkings, tout ça. Et aussi des souvenirs que j'ai du Festival de la Bâtie à Genève, qui était aussi encore passablement plus alternatif, qui proposait beaucoup de spectacles justement dans des endroits pas faits pour ça. Donc j'ai des souvenirs très marquants. Alors je me souviens plus du tout des artistes que c'était, mais c'était mes premières rencontres avec la danse, avec la performance, avec le théâtre, qui se passait aussi dans des friches industrielles, dans des endroits assez improbables. Un esprit qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le festival Antigel à Genève, qui a cette force de toujours vouloir, dans tout le bassin genevois, dans les différentes communes, de travailler dans des lieux particuliers. Donc c'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui était sans doute aussi là aussi précurseur un peu des intérêts que j'ai pu développer un peu plus tard. Expo 02, qui a été évidemment un apprentissage très fort pour moi, pas uniquement artistique, là aussi professionnel. On peut imaginer que lors d'un événement qui a lieu aussi ponctuellement que ça, théoriquement tous les 25 ans, mais il a été un peu retardé plusieurs fois à cette époque, entre 1964 à Lausanne et 2002, il y a plus que 25 ans. Il y a beaucoup d'égos qui se retrouvent au même endroit, une certaine violence aussi de collaboration, aucune expérience préalable pour l'événement concret tel qu'il devait se présenter. On dit souvent d'ailleurs que pour des événements comme ça, ce qui est vu par le public au final correspond à 30% du budget de ce qui a été dépensé. Donc ce n'est pas le cas de figure d'Expo 02, je ne connais d'ailleurs même pas les chiffres exacts par rapport à ça, mais on dit que pour tous ces événements ponctuels, expositions universelles ou inaugurations particulières, il y a tellement de virages compliqués, de développement, d'incertitudes que ce ratio s'applique. Mais il illustre aussi ces 70% finalement d'abandon illustrent aussi la difficulté à un moment de collaboration, de recherche qui se traduit évidemment par certains conflits de pouvoir et simplement aussi recherche peut-être plus fragile. Donc un apprentissage humain qui a été aussi très fort pour moi à ce moment-là, sachant que j'avais 26-27 ans, donc j'étais plutôt un benjamin dans cette histoire-là que j'avais rejointe en 1999, donc très tôt, certains ont commencé bien plus tôt que ça, mais on était quand même, je crois, une cinquantaine à l'époque pour travailler pour ce projet-là. En tout cas, une vingtaine pour tout ce qui était le domaine événementiel
dirigé par Daniel Rossella, qui était venu me chercher pour cette partie-là. Donc, tout un apprentissage là-dessus qui m'a fait passer par une responsabilité des musiques actuelles, partie plus administrative, puis la responsabilité de la programmation des 4 arts et plages à l'époque, qui était un défi sans doute un peu trop élevé pour moi à l'époque par rapport à l'âge que j'avais, pour saisir tout ça, faire face aussi avec un certain recul à cette intensité-là, à ce gigantisme, à cette frénésie. Et du coup, un parcours qui m'a fait apprendre beaucoup de choses de l'interne, puis en partie de l'externe, vu que j'avais co-dirigé le projet Cargo, qui était après quelque chose d'un peu plus connu pour moi, vu que c'était une salle de musique actuelle sur l'Art et Plage de Neuchâtel, avec la particularité de devoir monter un projet de zéro en 5 mois qui devait être en exploitation durant 158 jours, je crois, qui était la durée d'expo. Donc de partir avec un cube vide, de concevoir le concept artistique, l'aménagement, évidemment toute la structure opérationnelle, le marketing, etc. Du coup, ce sont tous des éléments comme ceux que j'ai évoqués précédemment, qui étaient contributeurs en fait de l'intérêt que j'ai pu accorder là-dedans. Et peut-être comme anecdote aussi, lorsque j'étais encore à l'interne d'Expo 02, on n'avait évidemment pas simplement de consultants qui venaient nous expliquer aussi des choses, comment il fallait travailler, etc. On avait un consultant américain qui était venu nous expliquer au niveau des événements, le rôle des événements dans ces expositions gigantesques, en nous expliquant la notion de ECU, qui était l'Entertainment Capacity Unit, qui est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Je trouvais ça d'une part très intéressant, c'est-à-dire c'est comment gérer les files d'attente, comment gérer le fait qu'on peut avoir des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes arriver quelque part, qu'ils ont peut-être tous le même intérêt, donc ils vont faire 4 heures de file quelque part alors que d'autres endroits sont vides. Comment faire en sorte qu'il y ait une circulation et une répartition homogène du public sur un espace qui propose une multitude de choses. Donc il y avait une question très technique là-dedans qui m'intéressait aussi, parce que j'ai toujours un côté assez mathématique qui m'a intéressé par rapport à ça, mais un peu la conclusion qui nous amenait pour illustrer cette notion-là, c'était de dire il fallait des petits événements pour divertir les files d'attente et les détourner de leur intention première. Et ce qu'il nous avait proposé, c'était ce qu'il appelait des bird shows. Et il nous montrait des images de 2 personnes avec un gant et un aigle, comme on en voit en Alsace ou d'autres endroits, avec un aigle qui allait 10 mètres plus loin, avec une vingtaine d'Américains qui regardaient ça, et c'était censé résoudre les problèmes de file d'attente de plusieurs heures. Enfin, il y avait un côté, d'un côté passionnant dans la réflexion, et complètement surréaliste dans l'application de tout ça. Et un projet qui m'a beaucoup marqué, parmi lesquels ceux sur lesquels j'ai eu la chance de travailler, qui était celui d'un artiste qui s'appelle Polar, qui est d'ailleurs le co-directeur du festival Antigel, qui avait proposé un projet avec un collectif porteur de handicap, qui s'appelait Diregirum, un collectif de théâtre, avec un projet qui était autour de la musique, du théâtre et de l'art brut. C'est la première fois dont j'avais vraiment entendu parler aussi de la collection de l'art brut à Lausanne, et sur la particularité évidemment aussi de toutes ces formes-là. Première fois que j'ai visité ce musée aussi, qui m'avait beaucoup marqué à l'époque au niveau de l'intensité de ce qui se dégage. Et c'est vrai que ce projet-là a été très, très, très fort pour moi aussi dans ce qui se dégageait en fait de leur concert spectacle. Et je dirais que tous ces éléments-là, à un moment, m'ont fait partir de la musique pour m'intéresser évidemment aux différentes formes que j'ai côtoyées, toujours dans ce même esprit à Expo 02, de m'intéresser à mes collègues qui travaillaient sur le théâtre, sur le cinéma, sur la littérature, sur la danse, sur la performance. Et dans l'apprentissage de ces formes aussi, qu'est-ce qui se passe derrière, comment ça fonctionne, comment les gens travaillent, quelles sont les différentes problématiques, avec la possibilité justement de faire interagir un peu ces différentes formes et finalement tirer une expérience d'un domaine
pour l'appliquer à un autre. Qui était aussi un des éléments qui m'a poussé à quitter les musiques actuelles, même si peut-être l'amour passionnel restait évidemment très présent. De travailler à la Chaux-de-Fonds en tant que directeur de théâtre, en l'occurrence, pour le théâtre de production, où on crée nos propres pièces, puis un théâtre d'accueil, et une salle de musique classique, qui était plutôt le volet institutionnel de tout ça, et de m'ouvrir finalement à toutes ces formes. Et peut-être un des éléments les plus importants pour moi, ça a été de m'ouvrir à un aspect qui est lié à l'espace public. L'espace public, qui est un volet après que j'ai beaucoup développé dans le cadre du Festival de Cité, que j'ai la chance de diriger pendant 7 ans, c'est justement de réfléchir à l'art en interaction avec l'espace public. Pas seulement au niveau géographique, mais au niveau géographique, sociétal, comment il peut s'ancrer dans l'espace public, comment il dialogue avec la population, comment il dialogue avec un quartier, comment il dialogue peut-être avec toute la population. Et je pense que ça, c'est vraiment un élément qui a été pour moi moteur dans la réflexion de ces années de réflexion, de programmation et de direction de festival. Sachant qu'un événement comme ça, pour moi, il s'inscrit dans quelque chose qui doit s'orienter généreusement vers la ville et se nourrir de ce que la ville peut apporter. Donc de s'éloigner aussi par moments d'un pur divertissement, qui est un volet, à mon sens, essentiel et important de l'offre culturelle, mais voilà, chaque événement doit avoir un certain rôle par rapport à ça. Et la plus belle chose de la gratuité, que j'ai toujours évoquée comme un luxe à un moment, c'est-à-dire de dire le luxe de pouvoir réfléchir à quelque chose et de prendre des risques, le luxe peut-être aussi du public, de prendre le risque de s'immerger dans quelque chose qu'ils connaissent moins, mais de travailler avec cette dualité-là, c'est-à-dire de travailler avec une ambition, de travailler avec une vision, mais en même temps de respecter un public qui est polymorphe, complètement divers, avec des gens qui sont très pointus et férus d'un certain type de culture, mais d'autres qui n'ont pas d'habitude culturelle le reste de l'année et qui viennent simplement parce que c'est l'été, parce qu'il fait beau temps. Et du coup, de réfléchir aussi à un moment à une programmation qui tienne compte de ça et qui donne plusieurs portes d'entrée au public, autant pour les amateurs chevronnés que pour les gens qui n'ont aucune habitude par rapport à ça. Et du coup, un grand point de programmation qui était lié à ça. Je vais peut-être juste évoquer 2-3 projets pour illustrer ça, sans partir évidemment dans tout le détail de ça. Une installation qui était un des premiers éléments assez radicaux qu'on avait amené à l'époque, et qui était une installation d'un architecte qui s'appelait Jean-Gilles Descoster, qui avait transformé une rue qui était très populaire à l'époque au niveau des festivités, de boire des verres, etc., qui avait fait une installation où il avait transformé toute la rue en noir-blanc, avec des sources lumineuses assez particulières, duquel émergeait le seul rose. Donc en fait, toute la rue, quand on se regardait avec une légère touche de sépia, en l'occurrence, faisait qu'on se percevait en noir-blanc. Donc il y avait tout l'abandon des couleurs, tout le trouble de la perception, et du coup qui transformait un peu notre façon d'être, notre façon de comprendre un peu ce qu'on faisait, où on avait rajouté après un certain nombre de performances qui travaillaient évidemment sur la couleur rose pour la faire émerger d'une autre façon. Donc qui pour moi symbolisait à un moment, tout en respectant le fait qu'on pouvait continuer à boire des verres et faire la fête, qui symbolisait le fait qu'on pouvait transformer à un moment le quotidien, transformer un espace public, peut-être le projeter pour certains dans les années 40 ou dans les années 20, même si évidemment la couleur elle existait déjà à l'époque, mais les images qu'on en a aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas vécu cette époque, elle est davantage liée au noir-blanc. Et c'est vrai que typiquement ce projet,
ce qui me réjouissait le plus, c'est qu'il y avait des férus d'art contemporain qui trouvaient ça complètement nul, peut-être parce qu'il y a d'autres attentes, mais d'autres qui trouvaient ça bien, d'autres qui n'avaient aucune habitude culturelle, qui ne comprenaient pas le sens, qui disaient on va dans la rue jaune, c'est complètement nul, et d'autres qui n'avaient aucune habitude culturelle, qui trouvaient ça incroyable. Et du coup, ce mélange à un moment qui métisse aussi les habitudes sans avoir ce ghetto avec les gens qui connaissent, qui aiment, même s'ils n'aiment pas toujours, mais au moins ils disent qu'ils aiment, et puis les autres qui sont laissés un peu sur le carreau par rapport à des formes comme ça. Le projet Red Bull aussi, qui était un projet qui a été assez marquant de cette époque-là, avec aussi quelque chose d'assez particulier. On ne savait jamais si c'était un imposteur ou non. C'était un artiste américain qui s'appelait Kurt Perschke, qui avait imaginé une énorme boule rouge qu'il ancrait dans le paysage urbain de la ville de Lausanne, évidemment dans les autres villes dans lesquelles il a proposé ce projet. Et c'est vrai que le projet est très simple, au fond, mais il a évidemment un côté ludique, un côté participatif, le plaisir de la photo, sachant qu'on est quand même dans une époque d'image, y compris de soi-même, mais qui transformait quand même l'espace public par rapport à ça, la perception un peu des dimensions, des textures, de l'environnement, et du coup qui amène une autre vision de la ville qu'on croit si bien connaître. Et peut-être deux autres événements dont je voulais encore parler qui ont été vraiment pour moi des choses moteurs. L'un s'appelait Point de Suisse, qui était vraiment justement ce que j'évoquais, un dialogue avec la population, mais en l'occurrence la population suisse, donc plutôt un projet presque sociologique, en l'occurrence, qui était, on appelle ça un reenactment, donc une recomposition ou une réactualisation d'un événement historique. Et en l'occurrence, c'était une réactualisation du questionnaire de Gulliver qui avait été proposé durant Expo 64, qui avait eu une histoire assez rocambolesque, vu qu'il y avait eu cette volonté de cerner l'identité suisse avec des questions assez provocatrices à l'époque, notamment celle qui est un peu restée dans l'histoire. Peut-on être un bon Suisse, ne se réveiller qu'à 9h du matin? Et les résultats ont été jugés un peu tendancieux, du coup les résultats se sont perdus, et après il y a eu un peu des épisodes où on a redécouvert certaines traces aux États-Unis, bref. Tout ça s'est un peu perdu dans l'histoire, et on a voulu, dans le cadre des festivités des 50 ans d'Expo 64, réactualiser un questionnaire avec des questions d'aujourd'hui aussi, parlant de sujets comme la migration, parlant de sujets de l'armée, de la religion, et de la proposer à l'ensemble de la population suisse avec un sondage officiel proposé par un institut, donc sur un échantillon représentatif de 1000 personnes, mais aussi donner évidemment à la population la possibilité aux festivaliers de répondre à ces différentes questions. Et c'était assez intéressant parce que dès le début de la démarche, on a eu des contacts de partis politiques qui se sont un peu inquiétés de ça. Finalement, ça passait la rampe, il n'y a pas eu d'esclandre ou il n'y a pas eu une histoire aussi forte qui restera dans les annales, mais aussi sur la réaction évidemment des questions qu'on a affichées aussi dans la rue, les gens pouvaient écrire dessus, c'était quelque chose d'assez fort aussi en termes simplement d'interaction et de réflexion sur l'art. Cette réflexion qui ressortait aussi du projet qui s'appelait Ceci n'est pas, d'un Hollandais qui s'appelle Dries Verhoeven, qui proposait une cage en verre au centre-ville. Donc le but c'était vraiment d'arriver au centre populaire d'une ville sans apparat de communication, donc sans mettre des pancartes pour dire que c'est le festival, juste d'interroger en fait une population de passage qui ne se rend pas forcément compte de ça, avec un tableau vivant ou une performance vivante différente chaque jour sur 10 jours, interrogeant là aussi des questions universelles, de l'amour, de la mort, de la peur, avec des choses fortes visuellement. Et tout le projet tournait autour notamment aussi d'une médiatrice qui était présente, mais une médiatrice cachée. C'est-à-dire que c'était une personne qui, lorsqu'elle voyait des réactions fortes ou interrogatives, elle allait vers les gens et elle allait parler. Mais qu'est-ce que vous pensez? C'est vrai, vous êtes, moi ça me choque pas, ou ça me choque aussi, pour faire parler les gens. Et il y avait quelque chose d'incroyable, même si les gens ont été peut-être un peu choqués, mais je pense qu'un projet
qui n'a pas la vocation de provoquer est intéressant. C'est quand on a la vocation de provoquer que ça perd parfois son intérêt. Mais là, je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose de très fort dans cette interaction qui faisait que là aussi, toute la population se rencontrait, des gens restaient une demi-heure devant, discuter entre eux, essayer de comprendre le sens de l'œuvre ou de rentrer vraiment dans les thématiques. Et il y a quelque chose de très fort à ça, qui est l'objectif aussi des musées, enfin de tout ça, c'est vraiment de faire parler, de faire en sorte que chacun se pose soi-même des questions et dialogue, si possible, aussi avec son voisin par rapport à ça. Donc tout un aspect de médiation, qui est un terme un peu bâtard parfois, puis on dit que la médiation, finalement c'est un peu une transmission, un peu une sensibilisation pour les nouveaux publics et pour les publics convaincus. Parfois c'est un terme un peu utilisé à tort, mais au fond, je pense qu'il y a beaucoup de projets qui font déjà un aspect très fort de médiation. Et j'en citerai un dernier parce que c'est peut-être un des projets les plus simples que j'ai eu à vivre sur ces 5 dernières années, quoi, que je l'ai. En fait, c'était en 99, donc c'est déjà plus longtemps que ça. Mais il m'avait beaucoup marqué. C'était, je me souviens plus du nom du collectif parce qu'il l'avait inventé pour l'occasion. Mais c'est issu d'un collectif qui s'appelle les 3 points de suspension. Et ils avaient dit qu'ils faisaient des visites de la ville au nom d'un institut des glissements de la réalité ou quelque chose comme ça, qui était évidemment un travail théâtral comme ça, mais pas présenté forcément comme tel. C'était une visite de la ville de Neuchâtel où j'habitais à l'époque, mais à l'aveugle. Donc toute la réflexion en fait, c'était de dire la perception, elle n'est pas toujours la même. La réalité est aussi celle qu'on perçoit. Évidemment, elle peut glisser d'une réalité à une perception. Mais après cette intro théâtrale, on avait les yeux bandés. On nous mettait dans un bus. On nous amenait quelque part, donc on perdait évidemment la notion de géographie par rapport à ça. Et ensuite, pendant 1h30, on était accompagné par une personne, menée par la main, à travers la nature. Enfin, c'est évidemment les souvenirs que j'ai. Bon, après un moment, j'ai pu plus ou moins reconstituer approximativement les endroits par lesquels on est passé, mais par la nature, par la ville, on est rentré dans un bus. Donc, il y avait finalement le même parcours que peuvent faire des personnes malvoyantes au jour le jour, avec d'une part cette relation-là de se rendre compte à un moment de ce qu'est la vie d'une personne qui malheureusement est malvoyante, mais qui perçoit d'autres choses, des odeurs, des bruits, qui comprend la réalité vraiment différemment, mais de la difficulté. Alors je dois dire, après 5 minutes, j'avais encore des accès plus ou moins de panique pour dire mais je vais enlever ce bandeau, je ne vais pas tenir, tellement c'est violent. Et en même temps, je me suis un peu fait force et on s'habitue. Et aussi la confiance qu'on accorde à quelqu'un. C'était quelque chose d'incroyable à un moment de passer 1h30 avec quelqu'un. Je n'ai pas su évidemment qui c'était, parce que la personne, on a discuté, mais on sait pas, on a été accueilli par une personne, on l'a quitté, on a continué son chemin. Donc, de passer 1h30 avec une personne en qui on devait donner sa pleine confiance, et d'avoir un contact rapproché et très particulier. C'était un projet d'apparence très simple, forcément qui doit être construit un petit peu derrière, par la force des choses, mais qui était vraiment très fort et qui illustre pour moi aussi tout l'intérêt de ce que l'art peut apporter au-delà d'images, de sons, de beauté et de sensations. Merci beaucoup, merci d'être là parmi nous et merci d'avoir évoqué ce parcours qui est très riche. Et puis vous avez mis, je trouve, beaucoup de sensibilité et d'humour, donc en tout cas pour notre public, enfin en tout cas moi personnellement j'ai bien apprécié ça. Juste 2 questions de ma part. Vous avez déjà organisé beaucoup d'événements. Vous m'avez pas l'air de quelqu'un de trop stressé. J'aimerais savoir comment vous avez vécu, je pense, certains stress au niveau de l'organisation. Et puis surtout, à quel moment on se dit, ça y est, j'ai réussi mon travail, ça s'est bien passé, je suis content. Voilà, l'événement, le concert s'est bien passé. Voilà. J'ai évoqué la différence entre la réalité et la perception. Donc peut-être qu'il y a aussi un peu de ça. Je ne laisse peut-être pas transparaître du stress ou de la tension. Mais je pense que j'en ai comme tout le monde. Donc c'est aussi des choses qui sont en moi et que j'emmagasine peut-être intérieurement ou que je combats intérieurement par rapport à ça. Mais évidemment que dans toute organisation, sans doute dans tout métier, il y a des moments qui sont très tendus, pas faciles à vivre.
mais je pense que c'est aussi un plus par rapport à une équipe, de ne laisser pas transparaître cette tension-là, de cerner, d'identifier les difficultés, de les partager, mais de ne pas céder à une panique qui peut être vue par l'équipe parce qu'elle se propage évidemment très rapidement. Donc je dirais ça c'est un aspect assez fort. J'ai oublié l'autre partie, c'était le... Et à quel moment vous dites si le travail est bien fait. Bon, on a tous aussi une autre perception évidemment de la qualité du travail qu'on fait. Je pense que je suis très critique envers moi-même, donc ça, je pense que ça m'est arrivé plus souvent que de raison de ne pas être complètement satisfait de quelque chose qui finalement avait quand même belle allure ou qui a bien fonctionné. Au final, quand on a une fonction qui est liée à un public, je dirais que la satisfaction du public, si on arrive à percevoir la satisfaction du public, je dirais que c'est un premier élément qui est essentiel. Il y a les artistes qui sont sur scène, qui est peut-être le deuxième élément essentiel, sachant que bon, si les artistes ne sont pas très contents, mais le public est content, c'est déjà pas mal. Si les artistes sont contents et le public est content, c'est encore mieux. Et si l'organisateur est aussi content et a l'impression que tout a bien fonctionné, c'est peut-être l'idéal. Mais ça, c'est peut-être la partie la plus difficile pour moi d'accepter qu'on ait fait peut-être tout juste parfois. Mais en même temps, on peut toujours faire mieux. Donc voilà, c'est tout la difficulté de l'équilibre à trouver. Et pour vous, dans l'organisation d'un concert, de manifestation, à quel moment le plaisir survient? À quel moment vous dites, là, je me sens bien, parce que voilà, quelque chose qui se passe? C'est aussi une bonne question, et je pense que la réponse serait partagée par passablement d'organisateurs qui diraient que l'organisation est une passion, l'organisation est un plaisir, et en même temps, pendant les manifestations, on ne prend pas toujours plaisir. Parce qu'on a les soucis, on a le souci du public, on a le souci de la bonne organisation, on court d'un endroit à l'autre. Donc le vrai plaisir qui doit être procuré finalement par un spectacle en lui-même ou par plusieurs spectacles, on ne le retrouve pas directement. Je pense qu'il y a des moments comme ça, des instantanés, où on est porté par quelque chose de formidable ou qu'on ne peut pas maîtriser, où tout d'un coup, peut-être pendant 5 minutes ou pendant 1 heure, on se rend compte que tout fonctionne, qu'on voit des sourires, des étoiles dans les yeux, on croise des collègues qui ont de l'énergie, quelque chose qui finalement, l'énergie que nous amène cette organisation-là, qui sont des moments où on plane pendant un moment, puis après peut-être après 5 minutes ou 1 heure, on est rattrapé par un souci, que ce soit rationnel ou irrationnel. Mais c'est vrai que par rapport à l'épisode de Frisson, par exemple, j'ai mis à peu près 6 mois à avoir du plaisir à vraiment voir un concert de façon complètement neutre à la fin de cette époque-là. Je voyais quasi plus que les concerts en termes de satisfaction du public. Dès que des personnes parlaient dans le public, ça m'énervait vis-à-vis des autres. Je voyais les risques que pouvait comporter. J'ai souvenir d'un concert d'un groupe de métal qui s'appelait Korn, qui était immensément populaire, mais au début de sa carrière, qui était un gros événement à Frisson, où j'ai jamais vu la réaction d'un public comme ça. 1000 personnes qui venaient de toute la Suisse, voire d'au-delà, qui poussaient, qui hurlaient le nom du groupe. Et nous, à l'époque, l'organisation était différente, donc il y avait des barrières, des Vauban, avec 5 personnes à nous qui étaient dans le mètre qui séparait la scène et les barrières Vauban qui étaient un peu séparées. Et à la fin, les barrières, elles étaient comme ça. Et j'ai passé une des pires heures de ma vie pendant le concert. J'étais très content que les plombs ont sauté après 55 minutes de concert qui ont fait que le rappel était annulé. Mais puis c'est des choses indescriptibles, parce que moi je voyais à un moment les barrières céder et les gens écrasés. Et alors ça c'était peut-être rationnel, la peur, en faisant croire aux gens, aux agents, etc., que tout était formidable, que tout était génial, même si je parlais un peu moins qu'à d'autres moments. Mais voilà, puis il y a des moments irrationnels et tout ça, mais le vrai plaisir, typiquement après cette période de Frisson, m'est revenu 6 mois après pour vraiment simplement être à un concert et prendre plaisir à la musique. J'ai encore une question qui concerne plutôt la critique finalement, et puis la vision de la création d'une œuvre par d'autres. Moi je suis photographe, je fais des images, et je pense que chaque artiste qui crée quelque chose, en général on dit je le fais pour moi, je le fais avec ce que je ressens, avec ce que je vois, ce que je perçois. Puis après la difficulté c'est qu'on a quand même envie de le montrer, et puis on aimerait bien, je pense qu'il y a un peu d'ego qui dit ce serait peut-être bien que les gens apprécient aussi ce que je fais.
Et ma question est la suivante, c'est j'aimerais vous entendre sur comment est-ce que vous percevez la critique, comment est-ce qu'on doit finalement se contenter ou se pas contenter de réactions du public ou d'une personne par rapport à une création. Je pense que la première chose, il faudrait poser la question à un artiste, parce que la situation est très différente entre un artiste et un programmateur, ou quelqu'un qui présente un spectacle. Je peux complètement comprendre qu'un artiste ait envie de créer chez lui, sans aucun lien avec le public. Il y a quelque chose d'assez sain là-dedans. Pour moi, la création, c'est quelque chose qui vient du ventre, qui vient des tripes là aussi, puis qui fait qu'il a envie d'extérioriser quelque chose qu'il a en lui, quelle que soit l'acceptation ou l'appropriation ou l'intérêt du public. Pour moi, c'est pas compatible avec, enfin, ça peut être compatible avec un ego, mais il n'y a pas de lien direct à ça. Il y a évidemment des artistes qui ont un ego énorme, d'autres qui n'en ont pas du tout, d'autres qui ont une fausse humilité d'ailleurs aussi. Il y a des artistes qui veulent chercher un public, qui veulent diffuser leur travail, d'autres qui sont même pas tellement à l'aise. La situation est très différente quand on en est soi-même sur scène ou quand on fait du cinéma ou des arts plastiques ou quelque chose qui est après une œuvre que le public peut s'approprier ou non. Donc je dirais que ça c'est quelque chose qui est propre à l'artiste. Et je trouve le plus important en tant qu'organisateur ou au sein du service de la culture d'ailleurs, c'est de stimuler cette création, respectivement pas faire en sorte que des gens deviennent artistes, mais de faire en sorte que des artistes aient les conditions pour créer et de favoriser le fait qu'elles puissent, si possible, rencontrer un public, mais qu'elles puissent exercer simplement leur profession et leur passion. En tant qu'organisateur, c'est quand même très différent. Il faut passer pour moi au-delà d'un certain égoïsme de présenter des choses qui nous intéressent nous. Dans l'idéal, on présente des choses qui nous intéressent nous et qui potentiellement intéressent le public, mais je pense que c'est essentiel de passer au-delà de l'intérêt personnel. J'ai, dans les différentes fonctions, programmé passablement de choses où j'étais moi-même un peu moins convaincu, mais où je trouvais que ça s'intégrait de façon intelligente, pour moi, en tout cas, intelligente dans une offre globale par rapport à un certain public qui est évidemment pas le même si on est dans un théâtre très contemporain ou dans un festival très grand public. Donc, c'est normal qu'on ne peut pas tout programmer partout, il n'y a pas de raison de tout programmer partout, pas du tout, mais il faut, par rapport à une mission, par rapport à un public potentiel, qu'il est quand même toujours intéressant de développer, de réfléchir, qu'est-ce qui intéresse ou qu'est-ce qui peut potentiellement intéresser ce public, et aussi pourquoi on présente ces choses. Voilà, toutes les notions de facilité, provocation, enfin tout ça évidemment qui s'entremêlent, mais je dirais que c'est là quelque chose d'assez sensible et ce qui fait tout l'intérêt quand même de programmer, et quand on programme, c'est quand même pour le public. Je terminerai avec 2 questions. Quel est pour vous votre plus grand succès en tant qu'organisateur de manifestations, de concerts? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dit ouais, ça c'est quand même une grande fierté ou un plaisir en tout cas de l'avoir fait? C'est assez compliqué à répondre parce que je pense qu'il y a des impressions diffuses et il y a des impressions et il y a des moments précis. Les moments précis sont très nombreux. Parce que c'est lié à des aventures artistiques, c'est parfois aussi lié à des anecdotes. Hein. L'accueil du groupe Sonic Youth, qui était une passion de jeunesse, qui est un groupe de légende de New York pour le rock indépendant, qui est venu jouer à Frisson en exclusivité suisse et qui est venu un jour de tempête de neige, tellement que toutes les routes étaient bloquées et les lignes de train étaient bloquées. Donc le concert est évidemment largement complet depuis très longtemps. Je pense que 300 personnes ne sont pas venues, mais eux sont venus parce qu'ils étaient passés par la France. Et on était en train de jouer aux cartes pendant toute la journée parce qu'on n'avait rien d'autre à faire en attendant l'espoir de leur avancer finalement qui les a fait arriver alors que la première partie jouait déjà. Et ils sont arrivés, ils ont installé, ils ont joué, le son était phénoménal, qui prouve aussi à un moment que parfois on prépare les choses pendant 8 heures, et parfois on les prépare pendant un quart d'heure, et puis en tout cas, certains artistes sont en mesure de le faire avec une qualité incroyable. Donc évidemment, ça c'est des moments émotionnels qui sont particulièrement forts, ou des projets, l'accueil de Massive Attack au niveau de l'envergure de l'artiste, ou des projets comme Pointe Suisse ou Ceci n'est pas, qui sont des moments où on se dit ce projet était juste,
avec toutes les réactions qu'elle a pu composer, il y a une certaine fierté à ça. Puis après, il y a le côté plus diffus, et qui pour moi est plus important. Quand on se dit, sur ces dernières années de festival, je pense qu'on a fait là j'associe toujours l'équipe avec laquelle on travaille, parce qu'on ne travaille jamais seul. Et je pense que bon nombre d'idées que le festival a amenées ne sont pas les miennes, sont celles qu'on a pu discuter en équipe ou qu'une autre personne a amenées, ou parfois c'était les miennes, parfois c'était quelqu'un d'autre. Mais simplement, le plaisir à un moment de se dire, en collectif, il s'est passé quelque chose et on a pu partager quelque chose avec un public dans un contexte qui était celui du Festival de la Cité, qui n'était pas tout simple, parce que c'est un festival qui est très émotionnel. Dès qu'on change quelque chose, je me souviens de la première année, on a reçu des lettres de plainte parce qu'on avait déplacé des stands raclette, parce que les gens, à un moment, ils ont rencontré leur première copine ou leur premier copain au festival, ils ont eu leur premier vice, leurs premières expériences artistiques, ils rencontrent tous les premiers vendredis du festival chaque année leurs copains de collège. Enfin, il y a des choses qui sont tellement intrinsèque et émotionnel qu'à un moment, c'est une corde raide de faire évoluer un événement comme ça. Et après, de se dire, bon, il y a peut-être des gens qui n'ont pas suivi, il y a peut-être des choses qu'on a fait faux aussi, toujours, mais globalement, on a eu énormément de plaisir et on pense qu'on n'a pas fait tout faux. Cette impression diffuse, elle est très enrichissante. Alors, je terminerai en vous demandant, est-ce que vous avez encore vos vinyles, des vinyles à la maison, et est-ce que vous avez du plaisir à les passer? Le dernier déménagement a fait qu'on a aujourd'hui un salon qui est aussi la salle à manger, qui fait que les CD se retrouvent... j'ai quand même grandi avec les CD plus qu'avec les vinyles. Je pense qu'on était juste un peu à la frontière. Donc j'ai peut-être 300 vinyles, mais par contre le CD, il y en a quand même nettement plus. J'ai recommencé à écouter les CD, qui est de nouveau un autre plaisir en fait, de reprendre un objet et de le remettre et de réécouter. Ça fait, je pense, 10 ans que j'écoute la musique plus qu'en digital ou en lien avec les différentes plateformes de diffusion, en écoutant toujours des nouvelles choses aussi. Et le fait de se replonger un peu dans les plaisirs qui rappellent aussi des souvenirs, qui sont liés aussi à des éléments comme ça, est pour moi un réel plaisir. Les vinyles, le déménagement n'a pas encore réussi à complètement les intégrer. Au niveau du mobilier, ma platine ne marchait plus et je me suis promis d'en racheter une pour peut-être me plonger encore dans quelque chose de plus ancien parce que la partie de collection de vinyle est encore antérieure et du coup c'est plutôt les années 80. Donc je ne sais pas si j'aurai autant de plaisir. Pour certains, oui, mais voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci.